Donc, ça fait maintenant 30 mois exactement que le MC a été lancé, le compact numéro 2 a été lancé. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner ou nous dresser un bilan global de la mise en exécution des compacts? Merci. L'agence vient de tenir la 7e session de son conseil d'orientation stratégique sous la présidence du chef du gouvernement. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes satisfaits du bilan et de l'état d'avancement de ce programme. La trajectoire du compact est bonne, mais la mobilisation doit continuer. Et si vous permettez, je voudrais rappeler que le compact, c'est 2 grands projets d'une portée stratégique, avec un ancrage stratégique très fort. Ces 2 projets, l'éducation et la formation pour l'employabilité et le foncier, ce sont 2 leviers majeurs et des axes majeurs de toute politique de développement. Et aujourd'hui, tous les projets avancent dans le bon sens grâce à la mobilisation de toutes les parties prenantes. Et je vais prendre des exemples. Aujourd'hui, on a un projet d'éducation secondaire qui est parfaitement ancré à la vision 2015-2030 adoptée par l'État, par le gouvernement. Et on a un projet d'établissement intégré qui est au cœur de cette vision, qui est en marche dans 90 établissements, dans 3 régions du Royaume. Ce projet d'établissement intégré a été préparé en concertation avec l'ensemble des parties, les élèves, les parents, les enseignants, le staff administratif, et constitue un exemple de ce que doit être un établissement performant. Aujourd'hui, on a une quinzaine de centres de formation professionnelle, une nouvelle génération de centres en partenariat entre le public et le privé qui sont lancés. Et qui sont lancés, ça veut dire qu'ils ont été sélectionnés suite à un appel à projet. C'est 6 régions du Royaume qui sont concernées. C'est 7 secteurs qui sont concernés. Et c'est une participation accrue du secteur privé grâce à l'implication de plusieurs fédérations sectorielles dans la conception et la mise en œuvre et la gouvernance de ces centres. Et on a une réforme de la formation professionnelle qui est en marche avec un axe juridique important, une nouvelle loi sur la formation professionnelle et plusieurs autres dimensions qui concernent aussi bien la formation continue que la formation professionnelle privée, que la formation professionnelle dans son ensemble. On a également des sites pilotes de zones industrielles qui ont été conçus, choisis et préparés en partenariat entre le public et le privé et qui apportent une valeur ajoutée importante en termes de gouvernance et de gestion des zones. Surtout, c'est des zones qui répondent à la demande. Aujourd'hui, on est déjà en train de travailler pour les travaux hors site et on va choisir un partenaire privé ou des partenaires privés qui vont être impliqués dans l'exploitation, la gestion de ces zones-là. On a un chantier du foncier rural que vous connaissez et j'aimerais bien m'arrêter parce que je vous ai dit que les projets ont une portée stratégique très forte, un ancrage stratégique très fort. Le projet du foncier rural est un projet qui illustre cet ancrage. Sa Majesté le Roi avait donné ses orientations lors des assises nationales sur la politique foncière et son rôle dans le développement économique et social, à Skhirat, en décembre 2015. Sa Majesté le Roi avait donné ses orientations pour accélérer ce chantier et pour que ce soit fait gracieusement au profit des ayants droit. Sa Majesté également est revenue à plusieurs reprises dans ses discours sur ce chantier-là pour faire du foncier un levier de développement économique et social. Ces orientations ont été déterminantes pour le succès de cette opération. Le gouvernement a choisi de mener une expérience pilote dans le cadre du compact et aujourd'hui ce sont 66 000 hectares qui sont en train d'être milquisés au profit des ayants droit. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est une nouvelle démarche qui va pouvoir servir pour la généralisation de ce chantier-là. Donc, au fond, c'est un bilan qui est satisfaisant. Exactement. Est-ce que, outre la concertation et la bonne gouvernance, quels sont les autres facteurs qui ont participé à ce qu'il y ait un bilan aussi satisfaisant? C'est une question importante. Vous faites bien de poser cette question parce que les projets au cœur du compact, mais de manière générale, les projets de développement, leur réussite, c'est le résultat et la résultante d'un dosage subtil de plusieurs ingrédients. Et le compact présente cette opportunité de transformer des stratégies ambitieuses, des visions stratégiques en des projets et des réformes concrètes. Et ce passage-là n'est jamais facile, n'est pas du tout facile. Donc effectivement, outre l'implication des parties prenantes, je voudrais dire d'abord, à la base, il y a le choix de ces projets. Ces projets ont été choisis
sur la base d'une étude, d'une analyse détaillée des contraintes majeures à la croissance économique, avec l'implication de toutes les parties prenantes. Et ce sont des projets du gouvernement, ce ne sont pas les projets de MCA. MCA a un mandat de mettre en œuvre ces projets. Ce sont des projets qui ne sont pas, on ne parle pas d'adhésion, on parle plutôt, ce sont des projets portés par ces parties prenantes. Et dans chacune des activités et chacun de ces projets-là, on retrouve, si par exemple, je prends l'exemple de l'éducation secondaire, les choses se passent au niveau des académies avec des entités qui sont dédiées à la mise en œuvre de ces projets, qui relèvent du ministère, des ressources qui sont mobilisées, et tout cela contribue au succès de ces projets. Ce sont également des projets qui, d'une part, relèvent ou font partie de priorités nationales, mais les facteurs de réussite, ce n'est pas uniquement à ce niveau-là. Il faut dire aussi qu'il y a l'agence avec des équipes qui sont dédiées, avec des ressources humaines de qualité, mais aussi avec une gouvernance qui est spécifique et qui est très intéressante à citer parce qu'on a un conseil d'orientation stratégique qui est présidé par le chef de gouvernement et auquel participent les ministres concernés et d'autres parties prenantes. Et ça veut dire que chaque fois qu'on a besoin d'un arbitrage, chaque fois qu'on a besoin d'une décision, le conseil, d'une part, il exerce son rôle de supervision et de suivi auprès de l'agence, mais d'autre part, il soutient et aide l'agence à faire avancer les projets. C'est quelque chose d'important. Mais il y a aussi un certain nombre d'outils en termes de planification, en termes de suivi et évaluation, en termes de respect des normes sociales, des normes environnementales. Et ça fait partie, non pas uniquement des facteurs de réussite, mais aussi des facteurs de qualité des projets. D'accord. Vous avez soulevé là qu'il y a plusieurs chantiers qui sont en phase d'exécution. Est-ce qu'ils avancent sur le même rythme? Ou est-ce qu'il y a quelques-uns qui sont plus avancés que des autres? Naturellement, les projets n'avancent pas au même rythme. Les projets sont différents les uns des autres. Ce n'est pas le même type de difficulté. Il y a des projets qui impliquent une partie prenante, il y a des projets qui impliquent plusieurs parties prenantes. Mais il y a aussi, je voudrais citer une question importante, c'est qu'on a choisi, avec le bailleur de fonds Millennium Challenge Corporation, mais aussi avec les départements concernés, on a choisi de mener un certain nombre de projets avec une nouvelle modalité qui s'appelle l'appel à projet. Alors, c'est le cas des projets Charaka de la formation professionnelle. C'est le cas du FONZID, le Fonds des zones industrielles durables. C'est le cas du financement basé sur les résultats en matière d'inclusion des jeunes. Alors, cette modalité, elle est naturellement plus longue en termes de temps, plus lente, parce que, d'une part, on a fait un appel à idées, puis un appel à projet, on a accompagné les porteurs de projets pour améliorer la qualité de leurs projets jusqu'à la sélection finale. Donc, naturellement, ces projets-là avancent moins vite que les autres, mais lors du dernier conseil, nous avons présenté un calendrier de mise en œuvre d'ici la fin du compact. Même s'ils avancent moins vite, tous les projets rentrent dans le cadre du compact grâce à un suivi très rapproché, une vigilance et une anticipation. Justement, on est à la porte de la prochaine année 2020. Est-ce que vous pouvez nous parler, concernant ce programme d'envergure, les principaux chantiers qui vont être lancés ou qui vont être exécutés au cours de cette année 2020, à court terme? 2020, alors tous les projets avancent, mais 2020, on commence bientôt, en ce mois de janvier, les travaux hors site en ce qui concerne l'électricité, l'eau potable, la STEP, un pont, la voirie au sein des 3 zones industrielles pilotes à Hadsoualem, Sahel Khayta et Bouzniqa. 2020 également, on commence la mise en œuvre des projets du FONZID, le Fonds des zones industrielles durables, qu'on va sélectionner le début de ce mois définitivement et on commence la mise en œuvre. 2020 également, on va finaliser les études architecturales de centres de formation professionnelle, architecturale, infrastructure et assistance technique pour le contenu pédagogique, l'ingénierie pédagogique et le contenu de la formation pour lancer effectivement les travaux de ces centres. Et 2020, on vient de sélectionner 9 prestataires pour les financements basés sur les résultats en termes d'inclusion des jeunes. Leurs opérations vont commencer ce mois-ci de janvier 2020. D'accord, donc c'est un tableau qui est très, très beau, c'est un bilan positif, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, au cours de ce parcours, est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés, des réajustements qui ont été apportés? Naturellement, ce qui est propre à ce genre de programme, c'est d'être en ajustement permanent, c'est d'être dans l'apprentissage. Nous avons beaucoup appris du Compact 1, nous apprenons du Compact 2, et nous comptons mener la moitié et la seconde moitié du compact d'une manière différente de ce qu'on a fait lors de la première moitié. Mais je vais vous citer des exemples où des ajustements concrets ont été effectués. Je prends le projet de gouvernance du foncier. Alors, Sa Majesté le Roi avait donné ses orientations
en décembre 2015 au gouvernement pour travailler sur l'élaboration d'une stratégie foncière nationale. Et le gouvernement avait choisi de confier ce travail-là, de l'appui au gouvernement en matière de la préparation de cette stratégie à l'agence MCA Morocco dans le cadre du Compact. Mais c'est un projet qui est lourd et qui est très stratégique, avec une participation et une implication de plusieurs parties prenantes. Et donc, chemin faisant, et le gouvernement a dû faire des réajustements par rapport à ce projet. Il a confié, le chef du gouvernement a saisi le Conseil économique et social et environnemental pour faire une étude sur la stratégie foncière nationale, ou la vision en ce qui concerne la réforme foncière. Le gouvernement, alors le Conseil, il est sur le point de rendre son livrable. Le gouvernement, le chef du gouvernement a également choisi, c'est un choix du gouvernement, de confier l'élaboration, la préparation de sa stratégie à un coordinateur national qu'il a désigné et qui travaille en concertation avec les parties prenantes. Et non, c'est en la personne du directeur général de l'Agence de la conservation foncière du cadastre, M. Tajamouati, qui travaille maintenant en concertation étroite avec les différentes parties prenantes pour préparer ce projet. Et l'agence MCA Morocco est impliquée, il a été impliqué dans le travail avec le Conseil, il est impliqué dans ce travail avec le coordinateur national et surtout, il sera davantage impliqué dans la mise en œuvre des axes prioritaires qui sortiront de ce travail-là de préparation de la stratégie foncière nationale. Outre la gouvernance du foncier, je prends le foncier rural. On avait commencé par un projet sur 46 000 hectares dans la zone du Ralp. C'est un projet extrêmement important. Chemin faisant, le gouvernement a souhaité expérimenter ce projet-là dans 2 zones, pas uniquement dans le Ralp. Il a choisi également d'étendre Al-Haouz à Qal'at Sraghna, ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on fait 51 000 hectares dans le Ralp, on fait 15 000 hectares dans le Haouz, pour donner une vision d'ensemble, une expérience qui peut être menée dans des conditions différentes. Également, on n'avait pas prévu au départ de travailler sur des mesures d'accompagnement de la melkisation. On avait choisi uniquement de melkiser. Aujourd'hui, on a pensé que pour que cette opération puisse profiter aux ayants droit, aux bénéficiaires, il est important de les accompagner, de les former, de les sensibiliser, de les aider à accéder au crédit, de les former sur la meilleure façon de valoriser leur foncier auquel ils vont pouvoir accéder. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons conclu des accords avec le groupe du Crédit Agricole, avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme et avec l'Office national du Conseil agricole qui vont intervenir auprès de cette population avec le soutien de MCA Morocco. Donc c'est des ajustements concrets et, comme je vous ai dit, au cas par cas, il y a des évaluations à mi-parcours et à chaque fois qu'il y a besoin d'ajuster, on ajuste. Le contenu des réformes également n'était pas prédéterminé au départ. On avait réforme de la formation professionnelle, soutien du gouvernement dans la mise en œuvre du cadre général. C'est chemin faisant qu'on a défini un contenu concret avec les parties. Justement, vous venez de le décrire, il y a plusieurs chantiers qui sont lancés à la fois, mais le compact prendra fin dans 30 mois, donc exactement le 30 juin 2022. Est-ce que le temps qui reste est suffisant pour boucler tous les chantiers dans le délai fixé? La question du délai de la fin du compact, c'est quelque chose qui préoccupe tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Bien entendu, d'abord l'agence et les responsables de l'agence, mais aussi le gouvernement. Il a été question de discuter de ce point particulier lors du dernier Conseil d'orientation stratégique et nous faisons tout, bien entendu, pour réussir au 30 juin 2022. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Nous avons une planification, nous avons un Project Management Office, nous avons chaque projet qui est planifié dans les détails avec un système de suivi, avec un système de vigilance, avec l'appui des parties prenantes, l'appui aussi de Millennium Challenge Corporation, de ses experts, mais aussi on essaie de saisir et d'apprendre des leçons de Millennium Challenge Corporation de par le monde. Mais je dirais que le plus difficile est derrière nous. Le plus difficile, c'était le design, c'était la conception, c'était ces ajustements que vous venez de citer. Mais après, aujourd'hui, le curseur se déplace sur le terrain. Donc, contrôler, superviser des entreprises qui travaillent sur le terrain, c'est beaucoup plus facile que de coordonner et assurer la synergie nécessaire pour préparer le contenu d'une réforme.
Les réformes, naturellement, ils avancent plus lentement parce qu'ils requièrent et exigent un degré de coordination et d'arbitrage très élevé. Mais nous sommes conscients de toutes ces difficultés. Notre ambition, et aujourd'hui c'est une ambition réaliste, et je vous dis aussi que la qualité des ressources mobilisées par MCA et la qualité de l'expertise mobilisée par MCA Morocco conditionnent la réussite au terme de ce compact. Mais rassurez-vous, et je voudrais vous rassurer que c'est quelque chose qui nous préoccupe tous, et c'est quelque chose pour laquelle nous œuvrons tous, et c'est une course constante qui a commencé bien avant, mais qui continue, mais bien entendu, au fur et à mesure qu'on avance vers le 30 juin 2022, il y a plus de pression, plus d'attentes, et nous cessons d'ajuster nos objectifs, d'ajuster notre façon de faire et de renforcer notre coordination et notre collaboration avec l'ensemble des parties pour réussir ces chantiers. D'accord, donc on vous souhaite bonne chance. Mais l'un des enseignements, l'une des conclusions attendues de ce compact, justement de la part du gouvernement, qui ambitionne de pérenniser les modèles avec la manière de travail à travers ce compact. Est-ce que vous pensez que d'après la manière de travailler et le suivi du gouvernement, il va tirer les enseignements qu'il faut et qu'il va mettre sur pied les leviers de pérennisation de cette modalité de travail de gouvernance? C'est une question extrêmement importante. La pérennisation, elle est au cœur du programme. Et il est pensé dès le départ. C'est-à-dire que les projets, comme je vous ai dit, sont des projets du gouvernement, proposés par le gouvernement, dans lesquels le gouvernement est fortement impliqué. Il n'y a rien qui se fait par l'agence et par l'agence seule. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec les ministères concernés, avec les parties prenantes concernées, avec des équipes dédiées. Donc il y a un transfert de savoir-faire, un transfert de modalités de mise en œuvre concrètement donc, pour chacun des projets. Ça, c'est important et c'est au cœur de la question de la pérennisation. Mais nous avons de nouveaux modèles. Nouveaux modèles. Projet d'établissement intégré, c'est un nouveau modèle. Centre de formation professionnelle en partenariat public-privé, c'est un nouveau modèle. Les zones industrielles en partenariat public-privé, c'est un nouveau modèle. La milquisation se fait selon une nouvelle approche. Mais sur toutes ces questions-là, la pérennisation, je dirais qu'il est déjà en marche. Si je prends le chantier de la milquisation, c'est l'implication étroite du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Agriculture, de la Conservation foncière, des offices de mise en valeur agricole qui ont travaillé ensemble avec l'appui de MCA pendant de longs mois pour sortir cette nouvelle approche. Donc aujourd'hui, je dirais que la pérennisation, elle est déjà en marche pour ce chantier-là. Le gouvernement n'aura pas besoin d'un autre compact pour faire d'autres chantiers de la milquisation. Et c'est déjà approprié les démarches. Pour la formation professionnelle, nous travaillons sur un nouveau modèle de partenariat public-privé. Le manuel, il a été élaboré avec le département ministériel. Le choix des projets avec le département ministériel concerné. Mais pas uniquement. Il y a une réforme qui pérennise et qui consacre toutes ces approches-là. Et cette réforme est menée par le ministère avec l'appui de MCA. Pour les zones industrielles également, nous avons des sites pilotes. Au cœur de ces sites pilotes, la gouvernance occupe une place fondamentale. La gestion des zones occupe une place fondamentale. Et nous menons ce chantier-là avec le ministère en charge de l'industrie, en étroite collaboration avec ce ministère, mais nous l'avons également appuyé en matière d'élaboration d'une nouvelle loi sur les zones industrielles qui consacre ces principes de gestion des zones, de respect des normes environnementales, de respect des normes sociales. Donc, il y a une dimension réforme qui pérennise et qui rend durable et soutient tous ces nouveaux modèles et tout ce qu'il y a comme valeur ajoutée dans ces modèles-là. Donc je dirais que la pérennisation, elle est en marche, il est pensé en amont, et il est pensé en cours de réalisation, et il est appuyé par les réformes. Mais il y a également un autre aspect qui est très important, c'est l'évaluation. Le système de suivi et évaluation est un système qui fait partie, qui est au cœur du compact. Alors, il y a un système, pour chaque projet, il y a une évaluation en amont, il y a un suivi et des évaluations en cours de la mise en œuvre, et il y a des évaluations ex post. Pourquoi? Les évaluations à mi-parcours permettent d'éclairer les ajustements dont on vient de parler. On peut éclairer, on peut ajuster, on peut changer, et donc si des choses, si des réformes, si des projets sont à pérenniser, ils seront pérennisés à la lumière aussi des leçons de ces évaluations. Et les évaluations sont là pour servir cet objectif également.